Et on était toujours ensemble. De toutes les manières, la vie faisait qu'on était toujours ensemble. Et après, du fait de notre maladie, c'est vrai qu'on vivait la même chose, on ressentait les mêmes choses. Et comme dit Bruno, on a toujours eu quelqu'un à qui en parler qui comprenait exactement ce qui nous arrivait. Et ça, c'est plus facile à gérer quand même quand on parle d'une maladie rare, avec peu d'exemples, mine de rien, de gens qui l'ont eu, ou en tout cas des exemples plus âgés, qui ne vivent pas exactement la même chose. C'est hyper important. Ces deux voix que vous venez d'entendre, ce sont celles respectivement de Bruno et Cyprien, deux frères que seulement 16 mois séparent. Cyprien est l'aîné. Lorsqu'on le diagnostique hémophile A sévère, sa mère est déjà enceinte de Bruno. Rapidement, le verdict tombe. Comme Cyprien, Bruno aussi est hémophile. Pendant des années, les deux frères ont tout partagé. Les traitements, les rendez-vous à l'hôpital, les loisirs, mais aussi le sport qui tient une place très importante dans leur vie. Ils ont aujourd'hui 24 et 25 ans et partagent la même vision de l'hémophilie, une maladie qui, somme toute, ne les a jamais vraiment freinés dans leurs envies et qui aussi les a rapprochés. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Dans ce 7e épisode, nous parlerons fratrie ou comment est-ce que le fait d'être deux se révèle être un puissant soutien face à la maladie. J'ai donné rendez-vous à Bruno et Cyprien dans le studio d'enregistrement parisien avec lequel nous collaborons depuis maintenant le tout premier épisode de ce podcast. Avec joie et parfois nostalgie, on a parlé de leur enfance et on est revenu sur ce lien indéfectible qui les unit encore. Hémophile A sévère, c'est une maladie génétique donc, qui nous est arrivée, qu'on a tous les deux avec Bruno. C'est une maladie génétique, mais notre mère a été la première à avoir la mutation. C'est-à-dire que normalement, l'hémophilie, c'est une maladie qui est connue. C'est-à-dire qu'il y a un antécédent familial. Nous, puisque c'était la première à avoir eu la mutation, il n'y avait aucun antécédent. Et donc, ça nous est c'est surtout à l'époque tombé dessus sur nos parents qui se sont rendus compte que moi, petit, qui était l'aîné, au bout de 9-10 mois, j'avais beaucoup de bleus, j'étais un peu abîmé. Et donc, ils se sont posés des questions. Ils se sont dit, mais pourtant, c'est très étonnant. Ils sont allés voir notre médecin, notre pédiatre à l'époque, qui s'est dit qu'il y avait quelque chose. Et en fait, c'est un grand classique pour les hémophiles. Mais tout de suite, le médecin s'est dit, mais cet enfant est battu. Il a des bleus partout. C'est très bizarre. Et on a eu la chance, mes parents ont eu la chance d'avoir un pédiatre qui s'est quand même dit, bon, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas forcément ça. Et donc, on a fait une prise de sang et ils se sont rendus compte que j'avais l'hémophilie. Mais c'était vraiment le premier cas, quoi. Il n'y avait aucun facteur familial qui a fait que ça pouvait être anticipé. Mes parents passent beaucoup de temps avec moi à l'hôpital, parce que mine de rien, c'est quelque chose à comprendre. Et c'est pas évident, franchement, d'appréhender cette maladie qui est quand même assez rare, qui est difficile à comprendre. Donc déjà, on passe pas mal de temps à l'hôpital pour expliquer comment ça va se dérouler, etc. Et puis, dans l'optique je pense que, sachant que Bruno allait arriver, parce qu'au moment où on a appris l'hémophilie, ma mère était enceinte de Bruno. Et donc, il y avait ce côté, je pense, je sais pas exactement comment ça s'est déroulé, mais sachant qu'en fait, l'hémophilie, il y a une chance sur deux d'avoir un garçon hémophile en fonction du chromosome X qui va arriver dans le futur enfant. Très vite, en fait, ils ont fait en sorte de savoir ou pas. Je ne sais pas exactement. Je crois qu'il n'était pas encore né, mais on savait déjà. C'est ça. Bruno, on savait qu'il était hémophile à 4 mois de grossesse, ou peut-être même avant. Ouais. T'es sûr de ça ? Ah, sûr et certain. Je pensais que c'était un peu plus tard, quand même. Non, je crois que c'était très tôt. Ok. Quand on était petit, maintenant, c'est plus vraiment le cas, mais quand on était petit, on se ressemblait énormément. On s'est toujours suivis, on a toujours fait un peu les mêmes activités, les mêmes sports, on était toujours ensemble. De toutes les manières, la vie faisait qu'on était toujours ensemble. Et après, du fait de notre maladie, c'est vrai qu'on vivait la même chose, on ressentait les mêmes choses. Mon frère était la meilleure personne pour comprendre la souffrance à laquelle j'étais confronté de temps en temps, et idem pour moi quand lui souffrait. Et donc c'est sûr qu'on s'est soutenus, et donc le fait qu'on soit tous les deux hémophiles fait que je pense que ça a été plus facile, ou c'est plus facile, et de vivre au quotidien. C'est clair. Et puis, si jamais il y en avait un de nous deux qui n'avait pas été hémophile alors que l'autre l'était,
Enfin, comme dit Bru, on s'est toujours soutenu, on a vécu tout le temps les mêmes choses. Et en fait, la frustration qui aurait été engendrée par un qui peut faire les choses, mais en plus très proche en âge, etc. Donc, comme on dit, on fait toutes les activités ensemble. Mais il y a certaines activités qui sont interdites à l'un et pas à l'autre. Et puis, quand on fait des jeux, il y en a un qui doit faire attention à l'autre parce que il peut se blesser, c'est plus grave si jamais il lui arrive quelque chose, etc. Enfin, je pense que c'est pas évident à gérer aussi, surtout pour des enfants qui jouent tout le temps. Enfin, mine de rien, on se fait mal, on se cogne, et c'est pas assez. Je pense que ça aurait été. Enfin, moi, en tout cas, avec le recul, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup mieux d'être hémophile à deux plutôt que d'en avoir un qui l'est et pas l'autre. Mais encore une fois, ça reste à prouver. Hein. Ça peut fonctionner aussi, c'est un équilibre à trouver, j'imagine. Mais le fait d'avoir eu quelqu'un, encore une fois, et je pense que c'est aussi l'intérêt de l'avoir eu ensemble, c'est qu'on s'est accompagnés tout le temps. Et comme dit Bruno, on a toujours eu quelqu'un à qui en parler, qui comprenait exactement ce qui nous arrivait. Et ça, c'est plus facile à gérer quand même quand on parle d'une maladie rare, avec peu d'exemples, mine de rien, de gens qui l'ont eu, ou en tout cas des exemples plus âgés, qui ne visent pas exactement la même chose. C'est hyper important. Ouais. La bagarre, c'était pas notre quotidien, mais comme tous les frères et sœurs, quoi, ou presque. Bien sûr, on se bagarrait, on faisait la lutte. On appelait ça la lutte. Parce que voilà, on se donnait pas de coups quand même. Et justement, je pense que contrairement à des frères et sœurs qui ont plus de facilité à vraiment se donner des coups, ou pas forcément des vrais coups, parce que ça reste une bagarre entre frères et sœurs, mais à se taper, nous on se tapait pas vraiment. Par contre, on s'empoignait, on essayait de savoir qui était le plus fort et qui avait le plus de bloquer l'autre, mais sans jamais. En fait, il n'y avait pas vraiment de choc, jamais. Ce que tu peux avoir quand tu te bats avec tes frères et sœurs, je pense. Mais nous, c'était vraiment, je pense que inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, on se disait, on se bagarre, il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut faire attention à ne pas se faire mal. Et donc, c'était de la bagarre sans chercher à faire mal, jamais faire mal, juste un peu la lutte de pouvoir pour savoir qui allait réussir à prendre le dessus sur l'autre, quoi. Bruno, et si vous deviez donner 3 adjectifs pour qualifier votre enfance ? Paisible, franchement paisible, heureuse, sportive. Et voilà, et en plus, nos parents, on a toujours fait plein de voyages. On a la chance d'avoir fait plein de choses avec eux. Enfin voilà, on se calfeutrait pas chez nous parce qu'on était entre guillemets malades. Non, on a la chance de faire plein de trucs, on a vu plein de choses, on est parti dans presque tous les continents. Voilà, chaque fois on gérait, on était autonome au fur et à mesure. Et nos parents aussi ont fait que voilà, ils étaient capables de nous faire nos traitements quand nous on était trop jeunes pour le faire. Donc voilà. On a vraiment eu une enfance heureuse. Voilà, ça nous a pas du tout handicapés, que ce soit pour le sport, que ce soit pour les sorties, que ce soit pour les voyages. Franchement, on a été gâtés quand même par nos parents. Ouais, et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait arriver, qui arrive sûrement à pas mal de parents qui se rendent compte que leur enfant est hémophile. C'est de dire, il est faible, entre guillemets, ou en tout cas, il a un problème. Et donc, il faut faire en sorte qu'il ait le moins de chances possible de se faire mal. Et ça, c'est pardon de l'expression, mais c'est une énorme connerie. C'est-à-dire qu'on peut pas... ça reste un enfant, il faut quand même lui permettre, et c'est là que je pense nos parents ont été vraiment bons là-dessus, c'est qu'ils nous ont quand même permis de faire du sport, de faire des activités, de nous emmener en voyage, de nous faire avoir une vie normale. Et l'hémophilie, d'autant plus aujourd'hui où les traitements sont extrêmement bons, c'est une maladie où on peut se permettre d'avoir une vie normale. Et je pense que c'est hyper important. Et si jamais je devais témoigner ou quelque chose comme ça auprès de jeunes parents qui diraient, mais laissez-les vivre avec, en connaissance de cause, en faisant malgré tout attention, mais il faut qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et surtout pas, comme dit Bruno, les calfeutrer dans un truc où ils n'auront pas la possibilité de s'épanouir et où ils vont être constamment frustrés, quoi. Enfant, quel sport est-ce que vous pratiquez ? Très tôt, nos parents nous ont inscrits au bébé nageur. Donc, à partir de, je sais pas, peut-être 5 ans, peut-être 4 ans, je sais pas. On a commencé à aller à la piscine régulièrement. Et déjà parce que c'est un sport qui est très important de savoir nager déjà dans la vie. Et après, c'est un sport aussi pour le développement du corps, c'est un super sport à tout niveau. Et en plus, il s'avère que c'était conseillé entre guillemets par les médecins parce que c'est un sport
déjà par les médecins, par les spécialistes des hémophiles, parce que voilà, il n'y a pas de contact, c'est pas un sport collectif où on est susceptible de tomber, de se faire mal. Non, c'est quand même... voilà, c'est un très bon sport à tout niveau, donc on en a commencé très tôt et on en a fait pendant presque 10 ans après. Enfin, jusqu'à nos 18 ans, plus, ouais. Non, jusqu'à nos 18, ouais. Jusqu'à mon bac. Donc de 5 ans à 18 ans, ouais. Et ensuite, on a fait aussi beaucoup de tennis. Alors que là, le tennis, c'était un peu moins conseillé par nos médecins. Parce que c'est quand même on se rend pas compte, mais c'est quand même un sport physique. Il y a quand même pas des chocs, mais des appuis qui sont assez violents sur les articulations notamment. Donc voilà. Mais bon, on en a fait. À l'époque, je me souviens que notre père était un petit peu moins chaud que notre mère. Mais finalement, on en a fait et franchement, on s'est éclaté. On avait un plutôt bon niveau. Donc voilà, donc tous les deux, ça faisait, voilà, on était très... Il y avait la concurrence entre nous deux aussi, donc c'était sympa. Et comme on avait à peu près les mêmes âges, on était à peu près dans les mêmes cours. À peu près le même niveau. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait comme sport ? Moi, j'ai fait beaucoup de foot aussi après. Donc là, on passe à un niveau au-dessus où c'était vraiment pas conseillé. J'en ai fait beaucoup au collège, à l'école, et après, j'en faisais pas mal avec mes potes sur des terrains. Et donc là, ouais, j'ai eu des petits soucis de cheville, notamment parce que dans mes années football, donc j'ai un peu levé le pied. Et voilà, ouais, c'est vrai qu'en tout cas, dans tout notre parcours, le sport était très important et on en faisait toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Et je pense que nos parents aussi nous ont bien incités à y aller, parce que c'était hyper important en tant qu'hémophile, parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vrai que le fait de développer son corps, développer ses muscles, ça fait qu'en fait, ça va être une protection naturelle, surtout pour des enfants. Au choc, voilà, nos articulations sont plus costauds si on est un peu musclé. Et donc, de ce fait-là, nos parents aussi étaient très contents qu'on fasse du sport. Après, on a eu la chance d'avoir des morphologies assez costauds, grosses cuisses, voilà. Donc ça, c'est bien parce que naturellement, finalement, on va être protégé un petit peu plus que quelqu'un qui a une morphologie un peu plus fine. À l'école, comment est-ce que ça se passe avec vos camarades de classe ? Est-ce qu'ils sont au courant de votre maladie ? Est-ce que vous en parlez facilement ? Quand on arrive dans une nouvelle classe, en début d'année, à chaque fois, on se présente face à la classe et puis l'idée, c'est toujours de faire une petite présentation en fait de ce que c'est que l'hémophilie, parce que déjà, c'est toujours intéressant pour les autres de savoir. Et puis, ça permet aussi de dire, sans vraiment se placer en quelqu'un qui est bizarre, etc., ça permet d'expliquer ce que c'est que réellement l'hémophilie et pourquoi il faut quand même faire un petit peu plus attention qu'avec les autres. Les bagarres, entre guillemets, dans la cour de récré, c'est pas forcément les mêmes que celles qu'on peut avoir s'il n'y a aucun problème. Mais de façon générale, j'ai jamais eu l'impression d'être mis de côté à aucun moment parce que j'étais hémophile, parce que je pouvais pas participer à certains jeux, etc. J'ai pas vraiment ce souvenir-là. Je pense qu'on a commencé à partir de fin du primaire, mais c'est pas un grand oral non plus, c'est-à-dire que c'est simplement de dire voilà, on avait préparé 2-3 slides sur nos premiers PPT et j'expliquais que voilà, l'hémophilie c'est une maladie qui atteint le génome, etc. J'expliquais ça nous permettait, c'était aussi les premiers moments où on commençait à comprendre réellement l'hémophilie et à appréhender ce que c'était et à savoir en parler, exactement. Tout à fait, d'accord. Moi, je me souviens au début, même quand on était en CM1, CM2, c'était pas des slides, hein, c'était le petit carton, enfin la feuille A3 classique quoi, d'exposé. Moi, j'ai un bon souvenir de ça. C'était toujours très bien reçu et ça a amené même plein de questions. Ça intéresse en fait à cet âge-là les enfants, même que ce soit de 8 ans ou de 15-16 ans. C'est vrai qu'ils sont intéressés et ça, c'était bien perçu, C'était toujours un moment sympa, quoi. Et surtout qu'on se posait pas en victime, quoi. On expliquait clairement ce que c'était, donc voilà. Mais on disait pas non plus, c'était pas me touchez pas, je vais gare à vous, quoi. Mais voilà, franchement, moi j'ai un bon souvenir de ça. Je prenais du plaisir à le faire. C'était pas une corvée.
on n'avait pas du tout de soucis à en parler, que ce soit à nos amis, à notre classe, même aux gens qui sont pas nos amis, voilà. Donc à chaque fois, c'était limite naturel, quoi, d'en parler. Bon, après, on s'éternisait pas non plus, hein, on n'avait pas envie non plus de faire parce que bon, ça fait un peu on n'avait pas envie de passer pour l'enfant malade, quoi, le petit gars au fond de la classe, qu'il faut pas toucher, tu vois, enfin voilà. Il était quand même, voilà, on faisait notre exposé, on racontait, et après, on en parlait quand on avait besoin d'en parler, mais oui, enfin, voilà. Alors, c'est arrivé, parce que c'est vrai que c'est pas arrivé très souvent, mais j'ai le souvenir d'une ou deux fois où on m'a dit, c'est un prof qui vient me voir et qui me dit, il y a Bruno qui est tombé, qui s'est fait mal, il est à l'infirmerie, etc. On va prévenir tes parents, mais on voulait savoir si il y avait quelque chose de particulier à faire. Enfin, c'est vrai que, mais que je sois l'aîné ou pas, d'ailleurs, je pense que Bruno, ça t'est peut-être jamais arrivé en soi, mais ça aurait pu. C'est-à-dire que vu qu'on est très proches en âge et qu'on est très proches de façon générale et qu'on vit exactement la même chose, on est, entre guillemets, tous les deux une référence l'un pour l'autre par rapport à la maladie. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai un problème qui est relatif à l'hémophilie, je vais venir en parler à Bruno. Enfant, vous passez également beaucoup de temps à l'hôpital. Quel souvenir est-ce que vous en gardez ? Le médecin qui nous suit pendant 20 ans, c'est le même. Et donc, c'est une femme médecin, donc qui nous a accompagnés de notre naissance ou presque à nos 20 ans, entre guillemets, en un peu de choses près. Et donc, voilà, ça c'est vraiment une chance, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et nous, on a eu la chance de... Enfin, c'est génial parce qu'elle nous connaissait mieux que personne, et c'était limite, c'est quelqu'un de la famille à la fin, parce qu'on discutait avec elle, surtout qu'on se dévoilait un peu à elle à chaque fois, parce que elle nous faisait parler, elle nous disait comment ça va, c'était un peu aussi le moment de faire prendre du recul et faire une petite mise au point des 6 derniers mois, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'aurais pu... Comment j'aurais pu gérer ce cas-là. Enfin, voilà, c'était un peu, je sais pas comment dire, mais une meilleure amie, quoi, à qui on se confiait. Et en plus, elle nous a suivis pendant 20 ans, quoi. Donc c'était génial, parce que on n'avait pas à refaire la connaissance de quelqu'un d'autre. Et surtout quand on est enfant, c'est bien d'avoir une stabilité comme ça. Voilà. C'était le premier adulte, vraiment, parce que dans le cadre des consultations, à partir d'un certain âge, elle voulait nous voir seul à seul. Elle voulait vraiment avoir une relation et une discussion à cœur ouvert avec nous, sans nos parents, pour influencer les réponses. Et donc, c'est peut-être le premier adulte à qui on a parlé, en dehors de notre famille, bien sûr, mais à qui on a parlé vraiment ouvertement et directement, sans l'influence de nos parents derrière. Et je pense que c'est pour ça que la relation a été aussi forte et aussi pérenne, c'est que elle nous a vachement formés au final. Puis elle nous sermonnait quand on faisait des choses qui n'étaient pas forcément bien en termes d'hémophilie. Elle nous disait, là c'est bien cette semaine ou ce mois-ci, t'as pas fait trop d'accidents, t'as dû faire attention. C'était hyper important en fait d'avoir son avis aussi. Et c'était quand elle nous félicitait, c'était une vraie félicitation, parce que ça voulait dire qu'on avait fait attention, qu'on avait bien géré notre maladie. Il y avait toujours des jeux, il y avait toujours des gens aussi qui étaient là pour... Enfin, pas toujours, mais régulièrement, que ce soit pour les hospitalisations que j'ai pas mal connues et pour les consultations, il y a toujours des gens qui sont là, des associations qui sont là pour faire passer un bon moment aux enfants, qui serait que c'est pas très marrant quand même, parce qu'on attend beaucoup à l'hôpital. Avant les consultations, on attend. Donc c'est pas un moment forcément très rigolo, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai, en tout cas de notre expérience, on a quand même, c'était pas la corvée non plus, pour toutes ces raisons. On était contents d'y aller, voilà. En général, c'est plutôt des gens qui prennent de leur temps pour égayer l'attente, parce que l'hôpital, c'est beaucoup, beaucoup d'attente. Enfin, c'est des partenaires de jeu, en fait. C'est ça. C'est des gens qui viennent, et puis, enfants, en effet, il y a plein de jeux dans les salles d'attente pour des hématos, en règle générale. Enfin, dans les grandes salles où tout le monde attend. Et c'est des gens qui viennent, qui prennent de leur temps, et puis qui font des jeux de société avec nous, et c'est complètement bénévole pour le coup. Et c'est vrai que c'est assez, c'est génial, parce que ça nous permet d'égayer un moment qui, du coup, est devenu quelque chose de complètement normal pour nous, alors que ça reste, pour beaucoup de gens, je pense que l'hôpital, ça reste quelque chose d'assez traumatisant. Nous, ça l'a pas été. C'est vrai qu'il y a de ça aussi la routine. À un moment,
plus on grandit, plus on comprenait ce qui nous arrivait, et plus on comprenait aussi le fait d'aller à l'hôpital, et donc ça devenait aussi une routine, voilà, on devait y passer, quoi. On devait y passer, donc on n'y allait pas non plus à reculons, parce qu'on savait que c'était pour notre bien. Bruno, vous avez dû être hospitalisé plus longuement. Ce séjour à l'hôpital, il vous a bien sûr marqué vous, mais votre frère également. À 8 ans, ce qu'on appelle mon cathéter, donc là, l'espèce de petit... c'est une chambre de perfusion, on appelait ça. Il s'est trouvé que ça s'est infecté, en fait, ce dispositif-là s'est infecté. Il en résulte que l'infection a fait que ça a formé un caillot, en fait, de sang qui s'est trimballé dans l'environnement de ma cage thoracique, donc à côté des poumons. Et donc, ça m'a valu d'aller à l'hôpital pendant un mois et demi. Ouais, un peu plus. Et donc voilà, j'ai dû aller à l'hôpital, et donc on m'a opéré une première fois. Ça n'a pas été forcément très concluant, voire pire, parce que j'ai fait une septicémie, donc j'ai fait une infection à l'issue de cette opération. Donc j'ai dû me faire réopérer. Et donc voilà, donc ça m'a valu d'être à l'hôpital, passer un bon moment à l'hôpital, et heureusement que je m'en suis sorti, parce que c'était pas forcément évident. Et voilà, donc j'en garde pas un bon souvenir, c'est sûr, parce que j'étais quand même assez jeune, j'avais 8 ans, enfin j'étais en CE1, donc je sais plus si on a 7 ou 8 ans en CE1. Et donc voilà, j'en garde pas un bon souvenir, parce que c'est l'hôpital, parce que c'est pas drôle, on souffre, j'avais très mal au dos, parce que comme mon infection était dans les poumons, en fait, souvent quand on a des problèmes aux poumons, on a mal au dos. J'avais ma famille qui venait tous les jours, mes grands-parents qui étaient très présents, mon frère. Voilà, donc j'étais pas seul, bien sûr, heureusement. Et après, j'avais l'école aussi, il y avait une petite classe dans laquelle je continuais à faire un peu l'école pendant mon séjour. L'hospitalisation de Bruno, j'ai 9 ans, donc je suis petit, donc les souvenirs, c'est assez... J'ai des souvenirs pas forcément ça fait quand même longtemps. Et moi, c'est assez flou. C'est en fait, je pense que nos parents, à ce moment-là, me protègent énormément. Je suis pas au courant qu'il va si mal que ça. C'est-à-dire que quand je le vois, on est sur des moments où il n'est pas forcément en train de se sentir vraiment très mal. J'ai pas le souvenir de le voir se tordre de douleur ou des choses comme ça. Par contre, avec le recul, c'est quand même, c'était très très chaud. Il est quand même passé pas loin de la mort. Mais j'en avais pas du tout conscience à ce moment-là. Vraiment, j'étais, pour moi, comme on le disait tout à l'heure, l'hôpital, c'est quelque chose qui était peu ou prou normalisé au final dans notre vie, parce qu'on y passe quand même pas mal de temps quand on est petit. Et donc, alors je me rends bien compte que c'est un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas forcément, je me dis pas qu'il y a un énorme problème à ce moment-là. C'est après, en parlant avec mes parents après coup, que je me rends compte que ouais, c'était quand même hyper grave, mais à ce moment-là, j'ai pas le souvenir que je me rendais compte de la situation réellement. Mais moi, c'était un peu pareil, finalement, parce que je me rendais compte, bien sûr, ce qui m'arrivait, que je souffrais, mais moi, pour moi, j'ai jamais pensé à un moment... on est enfant, quoi, donc même mes parents m'avaient pas vraiment informé. Je comprenais à moitié ce qui se passait, quoi. Et donc, j'ai appris un peu plus tard, en grandissant, que vraiment, c'était chaud, quoi. Mais en soi, sur le moment, je souffrais, certes, c'était pas drôle, mais bon. À aucun moment, j'avais dans l'idée que ça pouvait basculer, quoi, parce que j'étais trop petit, j'avais 7-8 ans, je pouvais pas envisager le truc. Contrairement au vrai problème que je n'appréhendais pas, ou en tout cas on m'en parlait pas, par contre, ce dont je me rendais compte vraiment, c'est qu'il était pas là à la maison, et ça c'était beaucoup plus bizarre, et du coup je me disais, voilà, il est à l'hôpital, alors oui, l'hôpital on connaît, mais pourquoi il y passe autant de temps, c'est plus ça qui me perturbait, je pense, qu'autre chose. Quand on était petit, on avait un jeu qui était de faire le tour du salon sans toucher le sol. Donc, c'est-à-dire qu'on escaladait les canapés, si tu te souviens de ça, on escaladait les canapés, on escaladait la table basse, etc. Et le but, c'était de faire le tour du salon sans mettre le pied par terre. Et le problème, c'est qu'on était vraiment petits, on devait avoir 5-6 ans, donc on était assez léger, mais quand même un peu lourd. Et la table du salon, c'était une table basse en verre. Donc avec du bois et du verre au milieu.
Et donc, à un moment, on se poursuivait, forcément. On essayait de savoir qui allait faire le tour du salon plus vite. Et on se retrouve tous les deux au même moment sur la table en verre qui, sous notre poids, explose. Donc, on traverse tous les deux la table en verre. C'est à ce moment-là, ça devait être un mercredi, on était à la maison avec notre nourrice à l'époque, avec notre nounou, et nos parents étaient en train de travailler. Et c'est le truc, vraiment, la table explose et on se retrouve couvert de bouts de verre, avec des bouts de verre un peu partout. Par une chance absolument incroyable, on n'avait rien, ni l'un ni l'autre. Même pas une coupure, rien du tout. Et par contre, je me souviens que la punition a été exemplaire. On a été privé de télé pendant 1 mois ou 2 mois, je sais plus. Je me souviens que ça nous avait paru une éternité à l'époque. Mais ouais, c'est vraiment... avec le recul, j'imagine le flip de nos parents en sachant ça, en se disant mais ils auraient pu s'ouvrir les veines. Et alors pour un enfant normal, ça aurait été catastrophique. Pour nous, mais c'est l'enfer, quoi. Le truc terrible. Je pense qu'ils ont toujours vécu un peu dans une ambivalence en fait entre les laisser vivre, parce que c'était clairement leur volonté aussi de dire on a des enfants qui sont hémophiles, ok, mais il faut qu'ils puissent quand même avoir la possibilité de vivre leur vie, d'avoir des activités comme les enfants entre guillemets normaux. Et en même temps, ce côté, il faut quand même faire attention, parce que si jamais ils se blessent, ça va être beaucoup plus grave que pour quelqu'un d'autre. Et donc, t'as toujours ce côté, comment est-ce qu'on va les laisser vivre leur vie tout en les protégeant. Et je pense qu'il y a des moments, alors je suis pas dans leur tête, mais on en a un peu parlé, etc. C'est pas évident de faire la part des choses par rapport à ça. Je pense que nos parents, ils ont bien géré trouver ce juste milieu entre nous laisser vivre, nous laisser faire ce qu'on veut, et tout en ayant un peu c'était aussi surtout une manière de nous élever aussi, c'était de la psychologie un peu aussi. C'est la façon de parler de la maladie aussi, la façon de nous mettre un peu dans le crâne que voilà, ce qui nous arrivait, c'était quand même, fallait faire attention, que c'était grave quand même. Mais voilà, moi je pense que nos parents ont été très bons quand même à ce niveau-là, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait plein de choses, ils nous ont laissé faire plein de choses, on a fait plein de choses avec eux, on a voyagé, donc ouais, franchement ils ont été très bons pour gérer ça, qui est pas forcément évident à appréhender, même encore aujourd'hui. Je sais qu'il y a des parents pour qui l'hémophilie, les gens tombent de haut souvent, et donc c'est vraiment, comme toutes les maladies, quoi. C'est pas évident d'appréhender quand on est parent. Ouais, j'aurais tendance à dire que très vite, on est responsabilisés tous les deux par rapport à la maladie. Et donc, alors quand on fait des bêtises, quand on se bat, etc., on se fait engueuler, peut-être un petit peu plus fort que des enfants normaux, mais ça nous permet aussi de nous mettre face à nos responsabilités. Et quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour un enfant de base, au fur et à mesure le devient, parce que ils arrivaient à trouver le bon discours pour dire vous êtes des enfants complètement normaux, mais il faut faire un peu plus attention. Finalement, on a compris assez vite quand même ce qui nous arrivait, et donc franchement, je pense que ça nous a amené de la maturité plus tôt, en tout cas, que quelqu'un de normal. Je pense qu'on était plus responsable plus tôt, peut-être, qu'un autre enfant du même âge. On était plus, même au niveau de l'empathie de l'autre. Je pense qu'on a quand même, on a pris en maturité assez tôt par rapport à ça, et donc toujours. Même le fait dans la cour, quand c'est un peu le bazar, les esprits s'échauffent, on avait toujours ce petit recul, voilà, ça nous a permis. C'est sûr que notre maladie nous a permis je suis sûr et certain que de prendre en maturité à tout niveau, que ce soit sur le travail sur soi, sur le fait de prendre le recul, même de l'empathie envers l'autre, de la souffrance de l'autre. Et oui, de la responsabilité de soi, des autres. Ouais, c'est sûr et certain. Sur l'importance aussi de faire du sport, d'être musclé, d'avoir une hygiène de vie plus ou moins saine, parce que ça joue énormément aussi sur savoir si on va se blesser ou pas. Mais ça aussi, c'est grâce à nos parents, à l'éducation de nos parents, qui nous ont bien expliqué très tôt, qui ont été très bons, qui ont réussi à nous accompagner.
Et ça, on peut le remercier aussi pour ça, parce que moi, à part les petits problèmes qu'on a eus, on a eu une enfance tout à fait normale. Vous venez d'écouter le 7e épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti pour les laboratoires Roche et Chougaille. Marine Kéméré en a composé la musique. L'épisode a été enregistré au studio La Fugitive par Bernard Natier, Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin était au mixage.